Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'être encore avec nous sur TLR TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Au menu de cette édition, l'enfer du 4 mars 2012 à Brazzaville. 10 ans après, les sinistrés des explosions des casernes de Mpila ne savent toujours pas à quel sens se vouer. Ils ont tenté d'organiser une marche pacifique pour faire entendre leur voix en début de semaine. Malheureusement, la marche a été reprimée à coups de lacrymogènes et des balles réelles, que je vous propose d'ailleurs de suivre dans ce reportage avant de vous présenter notre invité du jour. Suivez. Selon les organisateurs, elle ne prévoyait aucune démarche ayant trait à la notion de trouble à l'ordre public. Mais avec l'intervention de la police, cette marche dite pacifique a vite tourné au vinaigre. Les victimes des affres du dimanche apocalyptique du 4 mars 2012, qui vivent jusque-là le calvaire, ont décidé de faire entendre leur grogne sur les artères de la zone dragage. Or, au moment où nous sommes en train d'attendre, au moment où les gens sont en train d'affluer, et c'est là que nous sommes surpris qu'une bombe lacrymogène soit lancée sur les sinistrés. Voilà, vous voyez ici, ce sont ces bombes-là qui ont été larguées avec des balles réelles que voici, qui ont été tirées sur les sinistrés. Voyez-vous, les bombes lacrymogènes, les balles réelles. Mais comment? Pour revendiquer, on est obligé d'arriver à ce niveau? Au lendemain de cette catastrophe, des mesures d'urgence avaient été prises. 10 ans plus tard, ce collectif dénonce toujours l'inertie du gouvernement. Nous, c'est la marche pacifique. Nous avons programmé la marche pacifique depuis longtemps. Parce que le comité a été jusqu'au Yo rencontrer le président de la République. Ils n'ont pas eu cette chance-là. Ils sont revenus bras ballants. Il y a eu différents contacts auprès des autorités du pays. Il n'y a pas gain de cause. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Il faut donner le message aux autorités. Depuis 10 ans, nous sommes maintenant dans les tôles. Nous sommes dans les tôles. Vous voyez même, les maisons sont cassées. Tout ça. Partout, nous sommes malheureux. On vit malheureux. L'État a dit l'État a dit que l'État a dit que la dragage. Vous voulez les dragages. Vous avez le dragage, vous n'avez même pas 2 ans. Dragage est sili. Banane ba jola la kakuna. Bambwa na bataba boma, ba lo babiso to kinola la kuna balingi pete. Balingi nini? Alors, tout suite au lembi. On est fatigué maintenant. Ces citoyens de Kangambandi, l'un des quartiers de l'arrondissement 6 Talangay, qui ont tout perdu au passage de cet événement, qui a endeuillé plusieurs familles, réclament le versement de leurs indemnités, la réhabilitation de leurs logements, mais aussi la subvention des personnes fracturées. Jusqu'avant le 30 novembre, il fallait qu'on nous paye ce qui a justement été inséré dans les budgets depuis 2016 jusqu'à ce jour, notamment 11 milliards 500 millions, qui sont inscrits dans le budget de l'État, mais qui ne nous parviennent jamais. Et donc nous nous sommes dit, jusqu'au 30 novembre, il fallait bien qu'il faut que l'État nous paye cela. Nous donnons un délai à la veille de l'anniversaire des 10 ans. Jusqu'avant cette date, il faut finalement que le gouvernement nous paye les 233 milliards 47 millions. Cette marche, partie de l'hôpital de Talangay, devrait déboucher sur les lieux des explosions. Le collectif des rescapés promet donc ne lâcher prise jusqu'à ce qu'ils auront du répondant des pouvoirs publics. Et bien voilà, qui sera au centre de notre entretien avec notre invité, Maître Amédée Nganga, avocat au barreau de Paris. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter sur TLR TV et merci de nous faire confiance. Bonjour, Maître Amédée Nganga. Bonjour, Monsieur Perrin Christian. Un réel plaisir pour moi de vous recevoir encore sur notre plateau, surtout que ça fait un bail, je crois. Exactement. Bien, écoutez, c'est partagé. C'est vrai que ça fait un bail, mais c'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau. Merci, Maître Amédée Nganga. Vous venez de suivre avec moi tout à l'heure ce reportage relatif, bien entendu, à la manifestation, à la marche pacifique qu'a voulu organiser les sinistrés des explosions de Mpila, malheureusement reprimées à coups de gaz lacrymogène, comme vous l'avez entendu, et des balles réelles. Les impacts sont là, les preuves sont là. Quelle est votre première réaction à cela? Ma première réaction, Monsieur Perrin, je vais vous étonner.
c'est que je ne comprends pas les personnes qui ont fait cette marche, en quelle qualité ils ont fait cette marche. Je vous étonnerais effectivement à poser cette question parce que avant de faire la marche, il faut bien savoir quelle est la qualité de ces personnes et comment ils ont fait pour avoir cette qualité. Parce que, et je m'en vais vous le dire, vous savez, Monsieur Sassou se prend pour plus intelligent que le peuple et les cadres congolais. Savez-vous pourquoi? Parce que le peuple congolais, les cadres congolais ignorent que Monsieur Sassou est idiot. Voilà pourquoi il arrive. Le mot est quand même fort. C'est quand même un chef de l'État. Mais non, Monsieur Christian. Face à quelqu'un qui n'est qu'un criminel, vous voulez utiliser quel mot? Ceux qui le tuent, sont-ils, j'allais dire, c'est du bétail qu'il tue pour pouvoir mériter éventuellement le nom du bétail afin que lui ne soit pas considéré comme un idiot? Qu'il n'y a que le peuple et les cadres congolais qui ignorent que c'est un idiot, sauf moi. Moi, je sais que c'est un idiot. Je le sais. Et je vais vous faire la démonstration. Par rapport à ce que je venais de dire tout à l'heure, les personnes qui ont fait les marches, pour lesquelles, bien évidemment, je désapprouve, mais je désapprouve non seulement la marche qu'ils ont eu à faire, mais aussi la réaction qui a été portée. Pourquoi, Monsieur Perrin? Et c'est là l'essentiel de ma réponse. Dans les explosions de Mpila, ou l'affaire des explosions de Mpila, la seule victime qui puisse exister, c'était le colonel Nsuru. Je vous étonne. Mais parce que les explosions de Mpila n'ont été perpétrées que simplement pour atteindre la personne du colonel Marcel Nsuru. Si Sassou a pu recourir aux explosions de Mpila, la seule finalité de ces explosions n'était que pour atteindre le colonel Nsuru. Ce qui m'amène donc à vous dire que la seule victime des explosions de Mpila, c'est le colonel Nsuru. Parce que s'il y en avait d'autres, dites-moi alors, quelles sont les procédures qu'ils ont eu à mener pour se faire prévaloir de la qualité de victime des explosions de Mpila? C'est le premier niveau. Avant d'arriver à un procès tel que nous l'avons vécu avec le colonel Marcel Nsuru, il arrive aussi qu'on procède par un règlement à l'amiable, probablement qu'avec les autres sinistrés, ils sont passés par cette voie, non? Non, Monsieur Perrin. J'insiste encore, c'est le premier niveau de la compréhension de ce dossier-là. Ce premier niveau, c'est pour vous dire que les explosions de Mpila n'ont eu lieu que pour permettre à M. Sassou d'atteindre et d'assassiner le colonel Nsuru. Voilà l'objectif. Ce qui veut dire, s'il y a eu d'autres victimes, c'est à ces victimes-là de se faire prévaloir de leur qualité de victime, et cette qualité n'est possible que si l'on va saisir les juridictions habilitées à reconnaître le préjudice subi par X ou Y. Et donc, vous comprendrez en ce moment-là, à ce premier niveau de mon raisonnement, que les personnes qui ont marché, ils ont marché en quelle qualité? En quelle qualité ils ont marché? Et qui leur a donné cette qualité? Dans tous les cas, lorsque vous suivez le reportage attentivement, il y a un sinistré qui parle de 11 milliards de francs CFA comme acompte qui leur avait été proposé au plus tard le 30 novembre dernier. Malheureusement, le délai n'a pas été respecté. Et plus loin, il parle de 233 milliards de francs CFA qui serait, je pense bien, le montant total du dédommagement de ces sinistrés. Comme quoi, il y a dû avoir une procédure quelque part, probablement qu'ils se sont entendus, soit par, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, peut-être que ça a été un règlement à l'amiable. Monsieur Perrin, je comprends votre question, mais comment peut-on envisager que Monsieur Perrin, dans telle situation, a été victime de quelque chose? Comment pouvez-vous le savoir? Je redis que les explosions de Mpila, orchestrées par Monsieur Sassou, n'ont eu pour but et seule victime que le colonel Nsuru. Je le répète, pour que ceux qui veulent comprendre la profondeur de ce que je dis, qu'ils comprennent que pour être victime, il faut saisir d'abord les juridictions. D'accord? Oh, Monsieur Perrin, rappelez-vous, ils ont dit 10 ans après. 10 ans après. Mais comment voulez-vous être victime et vous attendez 10 ans après? Or,
je vais vous le rappeler, monsieur, mon cher Perrin. Les explosions de Mpila n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque enquête. Je répète, les explosions de Mpila, ce qui m'amène donc à penser qu'il y a dû y avoir des victimes. Mais il n'y a jamais eu d'enquête menée à la suite de ces explosions. Maintenant, mon cher Perrin, monsieur Perrin, si aucune enquête n'a été menée, comment pouvez-vous savoir qu'il y a eu des victimes? Donc voilà. Ce que m'amène simplement à dire, ce n'est pas que je suis en train de me moquer de ceux qui ont souffert. Non, je suis en train, petit à petit, de leur montrer le chemin par lequel ils doivent obtenir le statut de victime. Parce que... Si j'ai bien compris, maître, cela veut dire que ces sinistrés-là, tant qu'ils n'ont pas porté plainte contre l'État congolais, ne seront jamais, mais au grand jamais reconnus comme sinistrés. C'est cela? Monsieur Perrin, les événements du 4 mars n'ont jamais existé, si ce n'est que cela a entraîné la mort, l'assassinat du colonel Marcel Soulou. Si maintenant ces événements-là existent, ça veut dire que les gens ont dû déposer des plaintes. Or, je vous rappelle qu'aucune enquête n'a jamais été menée. Le parquet général, le parquet de la République du Congo, n'a jamais ouvert une quelconque information judiciaire qui aurait pu permettre donc aux victimes de se constituer partie civile. C'est devant la justice qu'il faut aller se faire reconnaître comme étant victime d'une lésion quelconque de son droit. Donc là, vous parlez par exemple de 11 milliards. Les 11 milliards, vous les donnez à qui? Et par rapport à quoi? Cela correspond plutôt à un détournement et à une complicité de détournement de deniers publics. Parce que vous les donnez à qui? Ces gens-là qui ont marché et qui ont failli prendre la mort, posez-leur la question, en quelle qualité ils ont marché? Regardez, je vais vous donner un exemple, monsieur Perrin, simplement pour essayer de donner encore la lumière. Lorsque monsieur Sassou, on l'avait dérangé dans son sommeil, tous les quartiers nord ont pris les armes pour un sommeil, hein? On l'avait dérangé. Et comment ça se fait que eux, s'ils étaient victimes du 4 mars, ils attendent 10 ans? C'est-à-dire que pour celui dont on a dérangé le sommeil, ils se sont levés au point de tuer le monde entier. Mais la même personne commet des explosions pour les tuer, ils attendent 10 ans, ils n'ont toujours rien. Vous ne trouvez pas ça contradictoire? Donc, c'est pour vous dire, monsieur Perrin, pour essayer d'expliquer à ces personnes-là, à ces sinistrés, puisque c'est vrai qu'il peut y avoir des sinistrés, mais s'ils veulent être considérés comme des victimes ayant subi des lésions par rapport à leurs droits, ils n'ont pas un autre chemin que celui de déposer plainte, d'abord dans un premier temps pour les assassinats, plainte avec constitution de partie civile. Est-ce que je me fais entendre? Pour être reconnu comme victime et faire en sorte que les événements du 4 mars ont pu exister et qu'il y a eu des morts et qu'il y a des sinistrés, qu'il y a des mutilés, il faut aller déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges du tribunal de grande instance de Brazzaville. On vient de dire, et je crois que dans un autre reportage, mais je ne sais pas si c'est le même, ils sont autour de 12 000 sinistrés. 12 000 sinistrés, oui. Mais ils ne peuvent se compter comme 12 000 sinistrés que si jamais ils déposent chacun en ce qui le concerne une plainte avec constitution de partie civile et ensuite ajouter à cela une requête en indemnisation devant la même juridiction devant laquelle, monsieur Perrin, et là je précise bien, et c'est important, devant cette juridiction, ils devront demander ce que l'on appelle une provision dans une procédure d'avant-dire droit. Ils vont demander une provision qui, de mon point de vue, devait se lever à 14 milliards. 14 milliards comme provision. Donc, ce qui veut dire quoi? Si c'est le juge qui décide d'une provision de ce montant,
à la suite des requêtes déposées par ceux qui ont subi ces lésions-là, ça devient officiel et ça devient régulier. Donc, Oui, mais pouvoir aller maître, faire des marches alors que vous n'avez aucun statut, je dis bien, aucun statut. Aucun statut. mais maître, il y a quand même une sorte de coïncidence. Je ne sais pas si c'est une coïncidence simple ou bien vous parlez de 14 milliards et là on parle de 11 milliards. C'est pas loin de 14 milliards. Est-ce que c'est pas la procédure qu'ils ont eu à suivre? Non, non, c'est pas la même procédure. Les 11 milliards, si vous les demandez alors que vous ne disposez d'aucun statut, c'est un détournement de deniers publics. C'est un détournement de deniers publics. Mais si vous allez devant le juge, vous demandez une provision. Vous demandez une provision dans une décision avant dire droit. D'accord? Cela permet de compenser toutes les difficultés auxquelles se sont retrouvés nos compatriotes sur 10 ans. D'accord? Mais là-dedans, il s'agit simplement des lésions économiques. Nous ne sommes pas sur les dédommagements des morts. Et si jamais les 14 milliards, mon cher Perrin, pour essayer d'enjoliver ce que je viens de dire, mais ils ont pillé 14 000 milliards. Donc, vous voyez que ces gens-là ont pillé 14 000 milliards, mais ils ne sont même pas capables d'entretenir ces sinistrés-là sur le plan, j'allais dire, juridique. Donc, ils préfèrent les voir mourir pour ne pas bénéficier des 14 000 milliards qu'ils ont dilapidés au lieu de s'occuper de ceux qui ont péri et de ceux qui connaissent les difficultés actuelles. Donc, si vous voulez, M. Perrin, en ayant le statut de victime devant la juridiction, avec une requête en dédommagement déjà, ils peuvent demander une provision. Maintenant, je ne dis pas que le tribunal va accorder les 14 milliards de provision, mais en tout cas, en fonction du nombre, il est bien possible, et c'est régulier, qu'ils demandent dès l'instant qu'ils ont introduit des requêtes en dédommagement, déjà pour se faire reconnaître comme victime, d'accord? Et ensuite, donc, demander une provision, cela est tout à fait régulier. Et cela deviendrait une créance en bonne et due forme. Et créance, je vais vous étonner encore, créance qu'on peut négocier devant les institutions internationales parce que c'est devenu une dette interne. Et ces personnes-là, les victimes donc, peuvent se faire dédommager sans passer par l'État. Ce qui m'amène donc à dire qu'ils doivent se constituer. Jusqu'à présent, ils n'ont aucun statut. Ce n'est pas la peine d'aller se faire tuer. Ils n'ont aucun statut. Alors, donc, si j'ai bien compris, tant qu'ils ne déposeront pas plainte, tant qu'ils ne porteront pas plainte, ils ne disposeront pas de cette qualité de sinistré et donc la légitimité de réclamer quoi que ce soit. C'est bien cela. Bien entendu, bien entendu. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un état de droit. Parce que ceux qui le font, M. Perrin, ils ne sont pas différents du minable et criminel Sassou, qui est hors la loi. Et eux aussi, ils veulent se mettre hors la loi. Je vais aller plus loin. Il a été indiqué qu'il voulait aller ou casser les maisons qui ont été construites ou envahir ces maisons-là. Mais, M. Perrin, déjà, ils n'ont aucun titre. Ils n'ont aucune qualité et ils n'ont aucun titre. Comment voulez-vous rentrer dans des maisons qui ne vous appartiennent pas, pour lesquelles vous n'avez aucun titre? Vous apparaissez comme quoi? Comme des squatteurs, là. Comme des squatteurs. Or, si eux, ils font la même chose, ils sont hors la loi. Or, il se trouve que ceux qui ont construit sur la scène du crime, ils ont eu le titre à l'égard de qui? D'où viennent-ils qu'ils aient le titre de construire sur la scène du crime? Donc là aussi, c'est de hors la loi. Vous savez, Monsieur Perrin, où est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve dans l'état de nature. On se retrouve dans l'état de nature. C'est la guerre de tous contre tous.
Alors, Et- maître Nganda, si j'ai bien compris, donc même la répression qu'il y a eu, c'est parce que le gouvernement congolais est conscient que finalement, ces sinistrés, entre guillemets, n'ont pas vraiment cette qualité Bien sûr, bien sûr, juridiquement M. Perrin. parlant. Bien sûr, M. Perrin. Or, si comme je le souhaite et comme je le conseille, ils se constituent en victimes qui vont déposer leur plainte et que la qualité est reconnue par les juridictions. Mais en ce moment-là, le gouvernement ne peut plus rien. Est-ce que vous pensez-vous possible que le gouvernement aille tuer les gens parce qu'ils sont partis déposer plainte? Dans ce cas-là, les 12 000 sinistrés doivent déposer plainte. C'est cela, on va se retrouver avec 12 000 plaintes, c'est cela. Eh oui, M. Perrin, il faut inonder un véritable tsunami judiciaire. C'est cela. Il faut qu'ils sachent que leur salut passe par la justice. Ça ne passe pas par les marches qu'ils font. Sinon, ils seront considérés comme des complices des détournements de deniers publics. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas se constituer en une association et porter plainte collectivement? Non, ce qu'il faut faire, non. En matière, surtout en matière pénale, non. Il faut le faire de façon individuelle. Mais ce qu'il faut faire pour essayer de moins alourdir la machine, Monsieur Perrin, oui. Chaque ruelle, depuis le numéro 1 jusqu'à je ne sais pas combien, qu'il se constitue en collectif de 1 jusqu'à 100, par exemple. C'est-à-dire? Mais dans chaque ruelle, oui. De part et d'autre, il y a des habitations. Les gens se connaissent. Tout à fait. Se connaissent, oui. Vous comprenez? Donc, on peut faire un premier collectif de 1 à 50 pâtés de maison. D'accord? Tous ceux-là se connaissent. Ils constituent un collectif. Et après 51 jusqu'à, ils constituent un collectif. Parce qu'ils se connaissent. D'accord? Et ça, on va multiplier tout ça sur l'ensemble du périmètre. Et comme qui dirait, dans un quartier, chacun connaît toujours son voisin, voilà. Et le voisin reconnaîtra l'autre, ainsi de suite. Voilà. Exactement. Et donc, c'est ça qui, ensuite, avec ces collectifs-là, ils peuvent maintenant constituer un grand collectif et ils vont faire chacun, parce qu'il y a deux types de plaintes. Il y a les assassinats, donc les morts, et ensuite, il y a les dommages à la propriété. Ceux qui ont subi le péril des biens meubles et immeubles. Donc, ils vont saisir pour les assassinats le doyen des juges, pour les dommages matériels, ils vont saisir le tribunal de grande instance de Brazzaville. Mais dans tout cela, il faut des avocats pour les assister, c'est cela? Bien sûr, il faut les pousser à prendre les avocats. Et les avocats, il y en a plein à Brazzaville. D'accord? Donc, ensuite, à partir de là, ils doivent aller déposer les plaintes et les avocats vont les indiquer. Et comme j'ai dit, pour ce qui est du tribunal de grande instance, notamment pour les dommages, ils vont demander un avant-dire-droit pour qu'on leur verse une provision. Parce que depuis les événements jusqu'à présent, comment ils ont fait pour vivre? Donc, c'est important. Donc, voilà l'intérêt qu'ils ont, eux, d'aller devant le tribunal pour aller obtenir les droits qui résultent de leur qualité en tant que victimes. Ils doivent pas rester dans la qualité de sinistrés. Ils doivent être dans la qualité de victimes. Et alors, ça, maître, d'entrée de jeu, j'ai rappelé que la scène du crime, sinon la scène du drame, a été totalement reconstruite. Est-ce que dans ces conditions-là, un procès ou une plainte est encore envisageable? Oui, Monsieur Perrin, et c'est une très bonne question. Tout à l'heure, vous vous rappellerez que j'ai indiqué que entre guillemets, les sinistrés voulaient aller occuper les logements qui ont été construits sur la scène du crime. Et de l'autre, il y a des gens qui ont construit sur la scène du crime à partir de quel titre? Et ces logements ont été construits dans le cadre d'un intérêt privé. D'un intérêt privé. Ce n'est pas l'État, non? Mais non, mais non. Mais si l'État a construit, alors qu'on n'a pas encore mené les enquêtes sur les explosions de Mpila,
Sur la base de quoi il a construit? Sur la scène du crime? Avait-il le droit? Et donc, parmi aussi bien la provision qui sera demandée devant le juge, c'est le juge qui va demander la démolition de ces maisons-là. Ces maisons ont été construites anarchiquement. Donc, le juge peut demander, doit ordonner la démolition. Donc, si j'ai bien compris, vous demandez, sinon vous conseillez à ces, entre guillemets, sinistrés des explosions d'un Mpila, hein, l'enfer, comme je le disais d'entrée de jeu, l'enfer du 4 mars 2012, de porter plainte et de sorte que la justice, évidemment, puisse procéder, bien entendu, à reconnaître d'abord les sinistrés en tant que tels, leur qualité, plutôt victimes, vous avez dit, au lieu de sinistrés, qu'ils soient reconnus en qualité de victimes. Et à ce moment-là, la justice pourra ordonner, évidemment, la démolition de toutes les maisons qui ont été construites sur la scène du crime. La scène du crime. Pour les raisons toujours d'enquête et puis de la procédure. Oui, ça. Exactement. Puisqu'aujourd'hui, s'il dépose plainte et que la justice veut savoir ce qui s'est passé, la scène du crime n'existe plus. Et donc, les sinistrés dont on parle, ils sont en perte et profit pour Sassou. Ils sont en perte et profit pour Sassou. Donc, voilà cette personne qui prétend les aimer et qui les utilise et qui les tue parce qu'il veut simplement atteindre un individu. Il n'y a aucune enquête. Donc, rappelez-vous, le parquet de la République n'a rien fait. Et si il ne dépose pas plainte avec conseil de partie civile, mais aucune enquête ne sera menée, et ça ira plus loin, M. Perrin. Si aucune enquête n'est menée, aucune reconnaissance de leur statut n'est faite, le nouveau régime qui viendra ne les reconnaîtra pas comme tels. Or, il est important pour eux de faire consolider d'abord leur statut et ensuite les dommages dont ils ont créance pour que même le régime qui viendra pourra se faire payer sur les 14 000 milliards qui ont été volés. Donc, les sinistrés ont intérêt à passer du statut du sinistré au statut de victime. Parce qu'en ce moment-là, l'État les prendra en charge. Aussi bien le régime actuel que le régime qui viendra. Mais s'ils ne le font pas, eh bien, personne ne les reconnaîtra, le prochain régime ne les reconnaîtra jamais. Restons donc sur le domaine juridique. Tout à l'heure, vous avez dit, une fois la plainte ou les plaintes déposées, la procédure va démarrer et au point où la justice pourra demander la démolition de ces maisons, sinon de ces bâtiments qui ont été construits sur la scène du crime. Est-ce qu'on est vraiment obligé de démolir cela ou bien on peut mener une procédure tout en conservant bien entendu ces bâtiments, quitte à les donner à ces victimes aujourd'hui sinistrées pour dédommager évidemment puisqu'ils ont perdu leur maison. Est-ce qu'on ne peut pas donner ça à ces victimes un jour, par exemple, si jamais ils gagnent le procès? Sur la base de quelles règles vous pouvez être amené à attribuer aux uns ou aux autres ces maisons-là, qui ont été construites illégalement sur la scène du crime? Je vous rappelle, M. Perrin, qu'il existe le plan cadastral de la zone qui a été détruite, qui a donc subi ces explosions-là. Il existe un plan cadastral. Chaque individu, chaque personne qui a vécu dans cette zone-là, à partir du plan cadastral, peut retrouver le lieu où il habitait. Donc voilà. Maintenant, si au sortir de la justice, on peut arriver maintenant à un compromis qu'il faut créer une autre ville où on va loger toutes ces personnes-là, mais ça sera maintenant des négociations entre les victimes qui sont reconnues comme telles par la justice et l'État dans le cadre d'un intérêt général. Maître Amédée Ganga, est-ce pour dire que tel que les sinistrés, entre guillemets, des explosions de Mpila sont en train de mener leur revendication, ne pourra finalement jamais aboutir, c'est cela, parce qu'ils n'ont qualité de rien du tout et que le gouvernement actuel pourra ou ne pas reconnaître tout ce qu'ils sont en train de réclamer? Monsieur Perrin, je vais encore expliquer pour que les gens comprennent.
Les explosions de Mpila n'ont jamais existé. Sinon, juridiquement parlant alors. Mais bien sûr, n'ont jamais existé, sinon que pour atteindre le colonel Nsuru. La seule victime des événements du 4 mars, c'est le colonel Nsuru. Et je ne comprends pas d'ailleurs, est-ce que vous avez entendu les gens manifester pour l'assassinat du colonel Nsuru? Vous avez Florent Tsiba qui est toujours à côté de Sassou, alors que c'est son petit frère qu'on a tué. Vous avez le général Monjo qui est toujours à côté de Sassou, alors que le colonel Nsuru était son ami, mais alors son principal ami, c'était même des frères. C'était des frères. Le colonel Nsuru a refusé l'affectation proposée par le président Lissouba afin de le remplacer en Mpila. Au motif qu'il s'agissait de son frère, il ne pouvait pas le remplacer. Mais Monjo est toujours à côté de Sassou. Et quand on va pour assassiner le colonel Nsuru, les Monjo sont là. Les Ntsiba sont toujours là. Et je n'ai pas envie de citer tout le monde, mais ils le savaient. Et vous vous rendez compte? À qui, plutôt, on fait porter l'assassinat du colonel Nsuru? Vous savez qui? C'est le général Bouiti. Le général Bouiti, à un moment donné, a été président de la République, puisqu'il était chef des armées. Pour pouvoir ordonner... juste en ce laps de temps pour commettre le crime, c'est cela? Juste pour ce laps de temps, pour qu'il aille tuer le colonel Nsuru. Parce que le général Bouiti a été président de la République et chef des armées. Parce que pour aller tuer le colonel Nsuru, il a fallu mobiliser toute l'armée. Et donc le colonel Bouiti, simple policier, était devenu le chef des armées. Vous vous rendez compte? Comment est-ce possible? Comment expliquer cela? Eh oui, mais posez la question au criminel Sassou. Lui, il pense mentir tout le monde. S'il considère que tous les cadres congolais sont idiots, sauf Mwanganga. Moi, je le connais de A à Z. Et je le débusque là où il se cache. Vous comprenez? Donc, les événements du 4 mars n'existent que parce qu'il y a l'assassinat du colonel Marcel Nsuru. Autrement dit, y a-t-il déjà une enquête? Il a mis en place ce que vous savez déjà, ce n'est pas la peine que je revienne là-dessus, la commission d'enquête dont il est le président. Puis-je encore revenir là-dessus? Commission d'enquête, vous le savez, dans l'affaire Marien Gouabi, il a fait la même chose jusqu'à présent. Mais au fait, maître Amédée Ganga, est-ce que dans cette affaire-là, le parquet ne pouvait pas s'autosaisir dès le départ? Il avait l'obligation, d'ouvrir une information immédiatement, M. Perrin. Je dis bien immédiatement. C'est-à-dire, si les événements ont eu lieu, les explosions ont eu lieu le 12 à 14h, à 14h05, une information judiciaire contre X devait être ouverte. Voilà. Cela n'a jamais été fait. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Donc, maintenant, si jusqu'à ce jour, aucune enquête n'a jamais été menée, aucune information judiciaire n'a été menée, comment trouvez-vous les sinistrés? Ça s'apparente finalement à cette affaire de l'assassinat Marien Gouabi, comme les explosions d'ailleurs du cinéma Star, où finalement il n'y a jamais eu de procès équitable qui aujourd'hui pourrait établir qui a été finalement l'auteur de ce crime, de cet assassinat. Bon. Et on risque finalement de tomber dans le même piège avec les explosions, disons, avec l'enfer du 4 mars 2000. Mais mon cher père, bien sûr. Puisqu'il a toujours considéré que les Congolais, c'est des idiots. Ils ne savent pas et donc il continue. Il fait ce qui a toujours marché. Les commissions ont toujours marché et donc il le fait. Mais les commissions relèvent de sa volonté personnelle. C'est-à-dire ce qu'on appellerait une volonté purement potestative, c'est-à-dire que c'est lui qui décide. Mais les enquêtes ne se décident pas par la volonté d'un individu. C'est du fait de la loi. Donc, voilà ce que fait M. Sassou. Je vais vous donner ce qui se passe véritablement, M. Perrin, pour comprendre véritablement que ce monsieur est un minable et que le peuple, malheureusement, s'est laissé piéger. Qu'est-ce qui se passe? M. Sassou a peur de la loi. Suivez-moi bien. M. Sassou a peur de la loi.
Mais lui se transforme en celui qui est l'incarnation de cette loi en tant que bourreau. Je vais m'expliquer. Vous voyez par exemple quand il tue Marien Ngouabi, il met en place une commission d'enquête. Et après, il envoie où? Il envoie au tribunal. Donc, il sait quelle est la valeur du tribunal. Parce que c'est au tribunal, on applique quoi? On applique la loi. Donc, du coup, vous voyez comment lui, il échappe. Il échappe. D'accord? Lui, il échappe là. Donc, si jamais vous le poursuivez, il va dire, oh, mais moi, je ne suis pas magistrat. Il appartenait au magistrat de dire que ce n'est pas comme ça. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Donc, du coup, il échappe. Il appartenait au magistrat de dire que ce n'est pas comme ça parce que les magistrats ne répondent que de la loi. Et donc, du coup, voilà. Ils sont censés connaître la loi et la faire appliquer. Exactement. Et donc, du coup, il mutualise les crimes. En mutualisant les crimes, il tient tout le monde. OK? Il tient tout le monde avec ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les autres, puisqu'à partir de ces crimes, les populations du Nord reçoivent les contreparties de ces crimes-là. D'accord? Et ils ne peuvent plus s'en prendre à lui. Maintenant, le peuple, qu'est-ce qui se passe pour le peuple? Le peuple a peur de Sassou le bourreau au lieu d'avoir peur de la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Or, dans un pays, si vous avez peur du bourreau au lieu d'avoir peur de la loi, vous êtes dans quel type de pays? Vous êtes dans la jungle. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est pour permettre aux populations qui se disent sinistrées de ne pas négocier avec le criminel parce que ce n'est pas lui la loi. Il faut aller se protéger vers la loi. Vous comprenez? Et en ce moment-là, vous verrez que le bourreau aura maintenant peur parce qu'il sait ce que c'est que la loi. Or, jusqu'à présent, lui, il utilise la loi pour son intérêt personnel et ensuite, il vous menace, il devient le bourreau et c'est lui qui vous protège maintenant. Les populations du Nord se croient être protégées par Sassou le bourreau et non par la loi. Or, nous, toute la société congolaise, doivent éviter d'avoir peur du bourreau parce que ce n'est pas lui qui doit nous protéger, mais c'est la loi. Imaginez un seul instant les populations du Nord, les populations du Sud ne demandent qu'à être protégées par la loi, mais le bourreau n'aura plus de place. Parce que le bourreau, là, Sassou sait ce que c'est que la loi. Il le sait, il a peur de la loi. C'est pour ça qu'il est obligé de se prendre le manteau de la loi en tant que bourreau et faire peur à la population pour que la population ait peur. Non pas de la loi, mais qu'ils aient peur du bourreau. Et c'est le bourreau qui protège tout le monde. Mais c'est le bourreau aussi qui décide qui va aller au tribunal, qui ne va pas aller au tribunal. Le bourreau a décidé, le général Mokoko, je le mets au tribunal. Mais les juridictions, les magistrats qui sont là-bas, ils n'appliquent pas la loi. Ils appliquent la volonté du bourreau. Dabira, je le mets là-bas. Les magistrats, ils appliquent quoi? Ils appliquent la volonté du bourreau et non de la loi. Parce que dans le cas de Dabira, M. Perrin, je vais vous révéler quelque chose que personne n'a jamais eu à voir et personne ne dit rien d'ailleurs. Parce que dans l'affaire de Dabira, on a condamné Dabira sur le dire et non sur le faire. Suivez bien le procès. Hein? Dabira a été condamné sur le dire et non sur le faire. Or, le droit s'applique sur le faire et non sur le dire. Et là-dedans même, vous verrez que le général Dabira vous dit même que nous étions partis devant le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas, un certain Mboulou. On a été entendu sur procès verbal devant le ministre Mboulou. Mais un ministre est fait pour entendre les gens sur procès verbal?
Monsieur Perrin, un ministre est-il fait pour entendre les gens sur procès verbal? Et ce procès verbal est parti jusqu'au tribunal. Et il a été déclaré, la procédure a été déclarée recevable. Mais en fait, vous vous rendez compte, monsieur Perrin? Comment voulez-vous que je puisse vous expliquer les choses? Les populations soi-disant sinistrées, vous ne l'êtes pas aussi longtemps que vous n'avez pas saisi la justice. N'allez pas négocier avec votre propre bourreau. C'est lui le criminel. On ne négocie pas avec le criminel. Le criminel, on le traduit à la justice. Donc, allez-y devant les juridictions. Et vous verrez, puisque à chaque poste dans cette juridiction, on ne trouve que des magistrats du Nord. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Vont-ils appliquer la loi? Ne vont-ils pas appliquer la loi? Oui, mais évidemment, dans le cas où ils n'appliquaient pas la loi, qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, ils prendront. Donc, les populations du Nord prendront acte que finalement, Sassou ne les aime pas. Et je l'ai toujours dit, Sassou ne les aime pas. Parce que... Pas seulement Sassou, mais aussi ses magistrats, c'est cela. Oui, certainement. Certainement. Mais je l'avais déjà dit, Sassou ne les aime pas. Il aime simplement l'esclavage dans lequel il a rendu. Il les tient. D'où ce que je vous avais dit, M. Perrin, rappelez-vous quand on s'est séparés. La souris du Nord et la souris du Sud sont mangées les deux sont mangées par le même chat. Est-ce qu'il est tout à fait loyal et loisible? Est-ce qu'il est prestigieux pour des peuples du Nord et du Sud de s'entre-déchirer au profit d'un minable criminel comme Sassou? Est-ce que vous vous imaginez les cadres du Nord, les cadres du Sud, les populations du Nord, les populations du Sud, vous vous entretuiez pour le bénéfice d'un minable comme ça? Un minable criminel comme ça? Vraiment. Quand vous regardez le peuple du Nord, peuple du Sud, vous êtes fiers d'avoir un criminel comme ça? Pas moi. Et donc, les populations du Nord, tout ce que je leur demande, en tout cas les sinistrés, allez-y devant la loi. N'allez pas devant le bourreau. Il faut aller devant la loi. Maintenant, vous allez vérifier comment fonctionne le système. Vous vous êtes permis de prendre des armes pour aller tuer vos semblables. Simplement, soi-disant que le sommeil de Sassou avait été dérangé. Mais lui, il vous a tué avec les explosions de Mpila. Il vous a tué avec, je le redis bien, les explosions de Mpila, c'est Sassou. Il faut vraiment que ça soit su. Il faut que ça soit su et que les gens ne doutent plus. Maître Ganga dit, les explosions de Mpila, c'est Sassou. Mais dans les populations du Nord, si vous pensez que c'est notre pouvoir, nous ne devons pas faire ceci, nous ne devons pas faire cela, eh bien, libre à vous. Libre à vous. Eh bien voilà, monsieur maître, maître Amédée Ganga, je crois que nous sommes à la fin de notre émission. Ma dernière question, ce sera probablement le récapitulatif de tout ce qui s'est dit. Que doivent faire en quelques mots, bien entendu, en quelques secondes, que doivent faire nos compatriotes qui se disent sinistrés pour finalement contraindre le gouvernement congolais à faire face finalement à ce problème, c'est-à-dire à dédommager ces victimes, s'il faut dire, les parents des victimes qui se disent sinistrés aujourd'hui des événements du 4 mars 2012. Monsieur Perrin, les événements, et je le répète encore, les événements du 4 mars n'ont pas fait de victimes en dehors du colonel Nsou. Si vous pensez qu'il y a des victimes, la seule façon de se dire victime des événements du 4 mars, c'est d'aller devant les juridictions congolaises. C'est-à-dire déposer plainte avec constitution de partie civile, ce qui va amener le doyen de juge à ouvrir une information judiciaire pour chercher les auteurs ou l'auteur ou les auteurs qui ont été à l'origine de ces massacres. Deuxièmement, une requête devant le tribunal de grande instance pour les dommages subis
au plan matériel pour les biens meubles et immeubles, et ensuite donc demander immédiatement avant de dire droit. Les juristes connaissent, les avocats sauront. Demander avant de dire droit le versement d'une provision qui va être évaluée sur les 10 ans. Et en ce moment-là, ce n'est qu'en ce moment-là que, munis de ce titre, munis de la créance qui leur est reconnue, ils peuvent faire prévaloir désormais leur droit à se faire indemniser. Voilà. Mais n'allez pas marcher, n'allez pas négocier avec le criminel. Allez-y d'abord obtenir votre statut de victime. Vous devez passer du statut de sinistré au statut de victime. Et ça, c'est la justice qui vous confère ce statut-là, en démontrant que vous avez été victime de ceci ou de cela. Et cette justice-là qui va constater que la scène du crime a été, comment je peux appeler ça, la scène du crime a disparu par la construction des logements à usage privé dans un intérêt privé, la justice demandera la démolition de toutes ces maisons-là pour faire revenir la situation antérieure, celle, c'est-à-dire résultant des explosions de Mpila. Et à partir de là, le plan cadastral de cette zone-là fera apparaître lesquels habitaient de telle ruelle à telle ruelle. Et donc, vous recouvrez vos droits et vous retrouverez les lieux où vous avez été. Maintenant, est-il possible que vous y habitez encore? Ça sera un autre problème. Mais au moins qu'on sache que vous y avez habité et que vous étiez propriétaire. Oui, mais maître Amédée Gonga, dans tous les cas, nous savons que le Congo est un pays à régime totalitaire. Le Conseil, probablement, il est bien passé et ils vont probablement aller devant la justice, porter plainte, mais il arrivera, puisque je l'ai dit, c'est un pays à régime totalitaire, ce n'est pas moi qui le dis. Bien sûr, de toute façon, voilà, au niveau international, tout le monde le sait. Et ma question, c'est de savoir si jamais, au moment où ils vont porter plainte, c'est-à-dire ils vont se déporter, disons, aller devant le juge, et que finalement, la justice n'accède pas à leur demande et que, pour des raisons que je viens de citer tout à l'heure, vous savez qu'au Congo, c'est la dictature. Et une dictature, c'est tout un système. Donc là-dedans, on trouve les magistrats, donc on trouve la justice, l'armée, la police, tout ce monde travaille pour la dictature. Donc, ils peuvent être confrontés à ce souci-là, c'est-à-dire le refus de recevoir leur requête, de recevoir leur plainte. Est-ce qu'à ce moment-là, ils pourront manifester contre le rejet, par exemple, ou le refus de recevoir leur requête? Eh bien, ils prendront acte en ce moment-là. Ils verront quelle est la nature de ce régime-là. Ils prendront acte, d'où la nécessité de repartir vers l'ordre constitutionnel. Effectivement, ils prendront acte que ce régime-là est un régime totalitaire et que M. Sassou ne les aime pas. En fait, ça ne sera que la confirmation de ce que Sassou se moque éperdument des populations du Nord. Il ne les aime pas. Mais il faut qu'ils se confrontent à cela. Mais je pense, de mon point de vue, ils auront compris qu'il n'est pas possible d'avoir peur du bourreau. Il faut se faire protéger par la loi. Donc, allons-y vers la loi. Le bourreau sera nu. Comme on dit, le roi est nu. Et il sera nu. À partir du moment où le peuple sollicite la protection de la loi et non du bourreau, eh bien, on aura avancé vers l'état du droit. Et donc, l'ordre constitutionnel que nous appelons de nos voeux, 92, ben, arrivera parce que l'affaire Marien Gouabi, il faudrait que tout le monde se mette encore debout pour aller déposer des plaintes. L'affaire des explosions de cinéma, ils doivent se lever. C'est-à-dire que nous devons mettre en place un tsunami des plaintes. Véritable tsunami pour que la justice soit débordée au point que finalement, ils seront obligés de demander à Sassou, il faut démissionner. On ne peut plus. Parce qu'ils ne vont pas supporter ça. M. Sassou devra être arrêté.
Monsieur Bien voilà, Sassou, c'est aussi, merci Maître Amédée Ganga, c'est aussi la fin de notre émission aujourd'hui qui a porté évidemment sur l'affaire du 4 mars 2012, donc les explosions des casernes de Mpila. En tout cas, grand merci d'avoir répondu à toutes nos questions, mais surtout d'avoir encore accepté notre invitation, Maître Amédée Ganga. merci beaucoup, Monsieur Perrin. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir permis à ce que je puisse éclairer encore les populations sinistrées de l'affaire du 4 mars. En tout cas, je suis toujours à votre disposition au cas où il y avait d'autres conseils éventuellement à solliciter. Bien naturellement, nous reviendrons vers vous. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous sur Teler TV, pour avoir suivi votre émission Droit de savoir. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas non plus de vous abonner si vous ne voulez rien rater de votre canal d'information Teler TV. Je vous dis donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci.